Le soleil sur la Praça do Comércio à Lisbonne me réchauffait comme une couverture épaisse, offrant un contraste saisissant avec la fraîcheur du vin blanc glacé que je tenais à la main. C'est à ce moment précis que mon téléphone a brisé ce calme olympien. C'était Chloé. Elle ne se contentait pas de pleurer, elle hurlait littéralement. Elle criait qu'il appelait la police et que des inconnus se trouvaient dans son appartement. Je n'avais pas besoin de poser de questions pour savoir exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait utilisé la clé de secours, celle strictement réservée aux incendies ou aux inondations, pour s'installer avec son petit ami dans la propriété que j'avais vendue 2 semaines auparavant. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je ne me suis pas excusée. J'ai simplement pris une lente gorgée de mon vin. Il faut comprendre l'architecture de la culpabilité dans laquelle j'ai vécu pendant 35 ans. À Paris, la pluie ne se contentait pas de laver les rues, elle semblait s'infiltrer dans les cloisons de ma propre existence, rendant tout lourd, humide et impossible à déplacer. Mes parents, Jean-Pierre et Françoise, n'avaient pas construit un foyer basé sur l'amour, mais une structure basée sur l'utilité. Dans leur plan, je n'étais pas une fille, j'étais un mur porteur. Ma mission était de rester là, silencieuse et robuste, pour soutenir le toit afin que ma sœur Chloé puisse danser dans le salon sans se mouiller. Ils appelaient cela le devoir familial, moi j'appelais cela une escroquerie de longue durée. La preuve ne se cachait pas, elle était garée dans l'allée. Pour le 20e anniversaire de Chloé, elle a reçu une BMW série 1 flambant neuve qui avait coûté 42 000 €. Je me souviens du prix car j'avais vu les documents sur le comptoir de la cuisine alors que je préparais mon propre déjeuner. Quand j'ai eu 20 ans, Jean-Pierre m'a tendu un plan du réseau de bus et m'a fait un discours sur l'empreinte carbone des déplacements inutiles en disant que cela forgerait mon caractère. Cela ne s'est pas arrêté aux voitures. La disparité était une ligne budgétaire dans un compte qu'il me croyait trop stupide pour calculer. Pour Chloé, ils ont engagé des tuteurs privés, payé des cours de préparation aux grandes écoles qui ont coûté des fortunes, et finalement une facture de scolarité pour une école de commerce privée qui a totalisé 180 000 € sur 5 ans. Ils ont payé chaque centime en disant qu'il investissait dans son potentiel. Pour moi, ils disaient qu'il investissait dans ma résilience. J'ai cumulé 3 boulots pendant mes études. Je scannais des articles de supermarché jusqu'à 2 heures du matin, je dormais 4 heures et j'allais en cours. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention et sans aucune aide de leur part, ils n'ont pas célébré ma détermination mais le fait que je demandais peu d'entretien. C'était leur compliment préféré à mon égard, disant que Elodie était si facile à vivre et qu'elle n'avait pas besoin d'eux. Ils avaient raison, je n'avais pas besoin d'eux, mais ils avaient désespérément besoin de moi. Au fil des ans, je suis devenue consultante en stratégie digitale, un métier entièrement axé sur l'analyse des comportements et l'optimisation des systèmes. Naturellement, j'ai appliqué cette grille de lecture à ma famille. J'ai réalisé que je n'étais pas une personne pour Jean-Pierre et Françoise, j'étais un portefeuille diversifié. J'étais le filet de sécurité qu'il avait tissé pour rattraper Chloé chaque fois qu'elle tombait inévitablement. Cela nous amène à l'appartement, mon appartement. Je l'avais acheté il y a 3 ans dans un immeuble moderne de Boulogne-Billancourt avec de grandes baies vitrées et une vue dégagée qui m'avait coûté chaque prime et chaque option d'achat gagnée en 10 ans de travail acharné. Je l'avais acheté comme un sanctuaire. Mais dès que mes parents y ont mis les pieds pour la crémaillère, j'ai vu le regard dans leurs yeux. Ils ne regardaient pas mon chez-moi, ils regardaient un actif familial. Françoise a touché les plans de travail en quartz en disant que c'était beaucoup d'espace pour une seule personne et que c'était presque du gaspillage. Jean-Pierre est allé sur le balcon, a regardé la vue et a hoché la tête en affirmant que c'était un bon investissement et qu'il était bon de savoir que la famille disposait de cela. Il ne voyait pas mon nom sur l'acté de propriété, il voyait une chambre d'amis pour Chloé quand elle s'ennuierait de ses colocataires, il voyait une option de liquidation si les affaires de Jean-Pierre traversaient un mauvais trimestre. Il voyait une ressource qu'il pourrait récolter chaque fois que l'enfant prodige aurait faim. Alors, quand l'offre d'emploi à Lisbonne est arrivée, je savais exactement ce qui se passerait. Je savais que si je laissais cet appartement vide ne serait-ce qu'un mois, il le coloniserait. Il me culpabiliserait pour que je laisse Chloé y habiter pour surveiller les lieux, et en 1 semaine, elle serait en train de refaire la décoration. J'ai réalisé alors que la culpabilité que je ressentais, cette lourde obligation écrasante de partager ce que j'avais gagné, n'était pas naturelle.
C'était une cage qu'il avait construite autour de moi, brique après brique coûteuse. Et je savais qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper à une cage aussi solide, on ne déverrouille pas la porte, on détruit tout l'édifice. L'offre de Lisbonne n'était pas seulement un travail, c'était une bouée de sauvetage. Mais au moment où j'ai vu le courriel, ma première pensée n'a pas été la célébration, c'était la panique. Je me demandais qui paierait le loyer de Chloé si je partais, qui gérerait les appels inévitables des parents pour de l'assistance technique, qui réparerait tout. Cette panique a été le signal d'alarme. Assise dans mon fauteuil ergonomique, regardant la grisaille parisienne, j'ai lancé la simulation dans ma tête et j'ai eu un rire amer. Ma compétence n'avait pas sauvé ma famille, elle l'avait paralysée. En réglant chaque crise, en payant chaque facture, en étant celle sur qui on peut compter, j'avais créé un vide de compétences. J'avais rendu les choses si faciles pour eux dans leur impuissance qu'ils avaient oublié comment survivre. Chloé n'était pas seulement un but d'elle-même, elle était atrophiée. Mes parents n'étaient pas seulement des profiteurs, ils étaient des complices qui avaient externalisé leur rôle de parents à leur fille aînée. Si je leur disais que je déménageais, le chantage affectif serait immédiat. Ils me supplieraient de garder l'appartement juste au cas où, juste jusqu'à ce que Chloé se remette sur pied. Et je me connaissais, je savais que s'il insistait assez fort, l'architecture de la culpabilité s'activerait et je céderais. Je transformerais mon sanctuaire en squat et je paierais les charges de copropriété depuis le Portugal pendant que Chloé organiserait des fêtes où je ne serais pas invitée. J'ai donc fait un choix, j'ai choisi le silence. Un agent immobilier discret a géré la mise en vente hors marché. Ma vie a fini dans des cartons tard le soir, déguisés en simple rangement de routine. Lorsqu'ils m'ont interrogé sur mes projets pour l'appartement pendant mon absence lors d'un dîner le dimanche, le mensonge est venu facilement. Je leur ai dit que j'avais engagé une société de gestion immobilière pour le louer à des clients d'entreprise, que tout était réglé avec un bail strict et aucune famille autorisée. Ma mère a froncé les sourcils, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche, disant qu'une société de gestion semblait si impersonnelle et qu'il y aurait des étrangers chez moi. J'ai répondu froidement que cela payait l'hypothèque. 2 semaines avant mon vol, je me suis assise face au Morel devant une longue table en acajou. C'était un jeune couple, tous deux architectes, les yeux brillants d'excitation. Ils parlaient de peindre la chambre du bébé et d'organiser des dîners. Ils voyaient un avenir dans cet espace. J'ai signé les papiers, rendu les clés et ressenti un poids physique s'enlever de ma poitrine. Ce n'était pas seulement une vente, c'était une amputation. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à Chloé. J'ai embarqué dans l'avion pour Lisbonne avec 2 valises et un aller simple, laissant derrière moi une maison fantôme qui ne m'appartenait plus. Je pensais les avoir surpassés, je pensais avoir enfin échappé au vide. Je ne réalisais pas à quel point ils étaient désespérés de le combler. Je suis restée assise sur la place, fixant mon téléphone. Les cris hystériques de Chloé s'étaient estompés, remplacés par la sinistre réalité de ce qui venait de se passer. Mes parents l'avaient conduite à l'appartement, ils avaient déverrouillé la porte, ils l'avaient aidée à porter des cartons dans la maison d'un étranger. Ils avaient ignoré mon histoire de société de gestion, non pas parce qu'ils savaient que c'était un mensonge, mais parce qu'ils s'en fichaient simplement. Dans leur esprit, ma propriété était une propriété familiale et mes limites n'étaient que des suggestions. J'ai composé le numéro de Marc Morel. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une colère froide et bouillonnante. Il a répondu à la première sonnerie. « Monsieur Morel », j'ai dit d'une voix ferme, « c'est Élodie, je suis tellement désolée. » Sa voix était tendue, vibrante d'adrénaline, il m'a dit que ma sœur était actuellement en train de hurler sur sa femme en prétendant que c'était sa maison et que la police arrivait dans 5 minutes. « Laissez-les venir, ai-je répondu, mettez-moi sur haut-parleur. » J'ai entendu le froissement du téléphone qu'on déplaçait, puis la voix perçante et paniquée de Chloé disant qu'on ne pouvait pas l'expulser car mes parents avaient dit qu'elle pouvait rester et que j'avais donné mon accord. Je n'ai jamais dit ça Chloé, j'ai lancé ma voix dans un salon situé à 1600 km de là. Le silence qui a suivi était absolu. Chloé a soudain semblé toute petite en me demandant de leur dire ce que papa et maman avaient affirmé. Papa et maman ne possèdent pas cet appartement Chloé, je le possédais et je l'ai vendu, tu es en train de commettre une violation de domicile. J'ai entendu un souffle coupé, puis le son des sirènes approchant au loin.
Monsieur Morel, ai-je continué, l'officier de police aura besoin d'une déclaration, veuillez leur dire que j'ai confirmé la vente et que personne dans ma famille n'a l'autorisation d'être sur les lieux, si elle refuse de partir vous avez tout mon soutien pour porter plainte. Chloé a hurlé que je ne pouvais pas faire ça et que papa et maman allaient me tuer. Ils peuvent essayer, ai-je dit, passez-moi l'officier quand il arrivera. J'ai passé les 20 minutes suivantes à faciliter l'expulsion de ma propre sœur depuis un autre pays. J'ai écouté l'officier arriver, examiner l'acte de propriété que j'avais envoyé par courriel à Monsieur Morel, et dire à Chloé qu'elle avait deux choix, partir volontairement ou partir menottée. J'ai entendu la défaite dans sa voix quand elle a choisi la première option. Quand la ligne a finalement coupé, je n'ai pas pleuré. Mes émotions étaient verrouillées dans un coffre-fort. J'ai commandé un autre verre de vin. Le soleil se couchait sur le Tage, transformant Léo en un or brillant et scintillant. J'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine, légère et aérienne. C'était le sentiment d'un pont qui brûlait enfin de manière irrévocable. Mais le feu n'était pas encore éteint. Mon téléphone cesse de rallumer, appel vidéo entrant de papa. C'était l'heure de l'entretien de sortie. Je me suis calée dans la chaise du café, les restes de mon vin se réchauffant sous les derniers rayons du soleil. J'ai accepté l'appel. Jean-Pierre et Françoise sont apparus sur mon écran, assis côte à côte sur leur canapé en lin beige. Chloé était coincée entre eux, le visage bouffi, serrant un mouchoir comme un accessoire de théâtre. Il ressemblait à un tableau d'indignation vertueuse. Élodie, a aboyé Jean-Pierre, nous exigeons une explication immédiatement. J'ai répondu calmement que je pensais qu'il faisait erreur car je n'étais pas celle qui était entrée par effraction chez un étranger. Ne joue pas à ça avec nous, a crié Françoise, tu as tendu un piège, tu nous as laissé croire que l'appartement était disponible, tu as humilié ta sœur, sais-tu qu'elle a dû partir dans une voiture de police et as-tu une idée du traumatisme que cela a été pour elle? Traumatisant, ai-je répété, ce qui est traumatisant c'est de trouver des inconnus dans son salon ou d'être arrêté pour violation de domicile. Chloé a de la chance que les Morel aient décidé de ne pas porter plainte et c'est grâce à moi car je les ai calmés. Tu aurais dû nous le dire, a gémi Chloé, tu savais que j'avais besoin d'un endroit, tu as fait ça exprès pour me blesser. J'ai répondu que j'avais vendu ma propriété parce que je déménageais sur un autre continent et que cela ne la concernait pas car tout ne tournait pas autour d'elle. Nous sommes une famille, a crié Jean-Pierre, la famille cède, cet appartement était une ressource et tu avais le devoir de le partager jusqu'à ce que tu sois installée, comment as-tu pu être si froide et calculatrice? Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés. Ils n'étaient pas tristes, ils étaient furieux que leurs ressources leur aient été enlevées. Ils étaient en colère parce que le distributeur automatique avait cessé de donner de l'argent. Laissez-moi être clair, ai-je dit en adoptant cette posture de chef de projet qui avait sauvé ma carrière tant de fois, je ne vous devais pas cette maison, je ne vous devais pas d'avertissement et je ne vous dois certainement pas d'excuses. Ce que je vais faire en revanche c'est vous envoyer une facture. Françoise a suffoqué en demandant quelle facture. Une facture pour le serrurier d'urgence que les Morel ont dû embaucher parce que Chloé a bloqué la serrure, pour l'équipe de nettoyage professionnel dont ils ont eu besoin après que vous ayez traîné de la boue dans leur entrée. Et pour les 3 nuits d'hôtel que je viens de réserver pour Chloé qui seront la dernière aide financière que vous recevrez jamais de ma part. Jean-Pierre a grogné que je n'oserais pas vérifier tes courriels, ai-je dit avant de raccrocher. Je venais de licencier mes parents. J'ai commandé un autre verre de vin. Le soleil descendait encore, jetant de longues ombres sur les pavés. Je pensais que le pire était passé, je pensais avoir gagné. Puis mon courrier électronique a de nouveau sonné. Ce n'étaient pas mes parents, c'était une notification de mon ancien patron à Paris marquée comme urgente. Je l'ai ouverte et mon sang s'est glacé. Le message disait que nous devions parler car les nouveaux propriétaires de mon appartement, les Morel, et plus précisément Marc Morel, étaient le directeur financier du groupe Horizon, notre plus gros client et le plus gros client de mon père. Mon cœur a sombré. Ce n'était plus seulement une dispute familiale, c'était un désastre professionnel. Les Morel n'étaient pas de simples inconnus, c'étaient les personnes qui signaient les chèques de mon père et il venait d'être envahi par sa fille. La guerre était devenue nucléaire. Le courriel de mon ancien patron n'était pas qu'un avertissement, c'était une détonation.
Marc Morel dirigeait le groupe qui représentait 40% du chiffre d'affaires du cabinet de conseil de mon père. Jean-Pierre avait passé 15 ans à cultiver cette relation, il jouait au golf avec Marc, lui envoyait du vin de prestige à chaque Noël, et sa fille venait de s'introduire de force dans la nouvelle maison de Marc. Le rapport de police avait déjà été déposé. L'histoire de la sœur folle n'était pas qu'un potin de quartier, elle avait atteint le milieu professionnel. Dans le milieu fermé des affaires à Paris, la réputation est la seule monnaie et ma famille venait de déclarer faillite. Mon téléphone a sonné, c'était Jean-Pierre. J'ai fixé l'écran. La dynamique du pouvoir avait basculé si violemment que j'en avais presque le vertige. Pendant 35 ans, j'avais été la suppliante, celle qui quémandait des miettes d'approbation. Maintenant, je détenais la seule chose qui pouvait le sauver. J'ai répondu. Élodie, sa voix était méconnaissable, la prétention avait disparu, remplacée par une panique brute et tremblante. Il me suppliait de l'aider car Marc Morel l'avait appelé pour lui dire qu'il retirait son contrat parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à un homme dont la famille ne respectait pas les limites ou les lois de propriété. J'ai répondu froidement que j'en étais désolée pour lui. Il a imploré que je répare cela, que j'écrive une lettre, que je dise que c'était un malentendu, que j'avais donné la permission à Chloé mais que j'avais oublié de le prévenir. Il me demandait de tout prendre sur moi car s'il perdait ce compte, le cabinet coulerait et il perdrait tout. Je suis restée silencieuse à écouter sa respiration désespérée. Il me demandait de mentir, de détruire ma propre crédibilité professionnelle, de passer pour quelqu'un de tête en l'air et de désorganiser pour le sauver des conséquences de son sentiment de supériorité. Il me demandait de me brûler pour qu'il reste au chaud. Et pendant une seconde, l'ancienne architecture a tremblé. L'habitude de les sauver était si profonde, si ancrée. Une petite voix me disait que ce n'était qu'une lettre et que cela les sauverait. Puis j'ai regardé l'horizon de Lisbonne. J'ai pensé au vide de compétences. Si je réparais cela, ils n'apprendraient jamais, ils n'évolueraient jamais. Ils attendraient simplement la prochaine crise en s'attendant à ce que je la résolve. Papa, ai-je dit doucement, te souviens-tu quand j'avais 12 ans et que je t'avais demandé de l'argent pour le concours de sciences et que tu m'avais dit que l'échec était le meilleur professeur? Il a supplié que ce ne soit pas le moment pour ça, mais j'ai répondu que c'était exactement le moment. Je ne mentirai pas pour toi, je ne prendrai pas la responsabilité du crime de Chloé ou de votre complaisance, c'est ce qui arrive quand on traite les gens comme des ressources au lieu de les traiter comme des humains, on les perd. Il a crié que j'étais égoïste avec cette vieille colère qui refaisait surface. Oui, ai-je dit, et le mot avait un goût de miel. Je suis égoïste, je me préserve et je suis enfin heureuse. J'ai raccroché, puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué Françoise, j'ai bloqué Chloé. Je suis restée assise là alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, baignant la ville dans le crépuscule. Je venais de détruire l'entreprise de mon père, je venais de rompre les liens avec toute ma famille et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. 6 mois ont passé depuis cet appel, 6 mois de silence. J'ai bloqué leur numéro, leur courriel, leurs comptes de réseaux sociaux. Je ne l'ai pas fait pour les punir, je l'ai fait pour protéger la paix que j'avais enfin cultivée. Mais le monde est petit et les nouvelles voyagent même à travers le continent. J'ai appris par un ancien collègue sur LinkedIn que le cabinet de Jean-Pierre avait subi un coup massif. Marc Morel ne s'est pas contenté de retirer son contrat, il a expliqué pourquoi à tout son réseau. En affaires, la confiance est la seule valeur qui compte et mon père avait prouvé qu'il ne pouvait pas contrôler ses propres proches, encore moins les intérêts des autres. La perte de revenus a forcé une restructuration, ils ont dû réduire leurs effectifs et ce démantèlement a eu exactement l'effet que j'avais prédit. Avec le trésor de guerre familial épuisé, les subventions pour Chloé se sont taries. Il ne pouvait plus se permettre de payer son loyer, il ne pouvait plus se permettre de la garder comme un animal de compagnie. La semaine dernière, j'ai vu une mise à jour de statut d'un cousin commun. Chloé a un travail, un vrai. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire à Boulogne. Ce n'est pas prestigieux, ce n'est pas le salaire à 6 chiffres auquel elle se croyait destinée, mais c'est le sien. Le vide de compétences a fonctionné. En me retirant, en refusant d'être la béquille, je les ai forcés à apprendre à marcher. Ce n'était pas cruel, c'était la chose la plus nécessaire que j'ai jamais faite.
Ils luttent, certes. Ils sont probablement misérables et m'accusent de leur malheur, mais ils fonctionnent. Ils survivent sans me cannibaliser. Je suis assise maintenant à une petite table en fer dans le quartier de El Alfama. L'air sent le sel et les sardines grillées. Le serveur dépose un pastel de nata et une bica, un expresso serré, devant moi. Je prends une bouchée de la pâtisserie, la crème est chaude et sucrée, les éclats de pâte feuilletée collent à mes lèvres. Je suis seule. Je n'ai aucun contact d'urgence enregistré dans mon téléphone. Je n'ai pas de fête de famille sur mon calendrier. Je n'ai personne qui m'appelle pour réparer son imprimante ou payer son loyer. Pendant 35 ans, j'ai pensé que ce genre de solitude ressemblerait à une punition ou à un échec. Au lieu de cela, je regarde le tramway descendre la rue escarpée, jaune contre le ciel bleu, et je réalise ce que cela signifie vraiment. Cela ressemble à une victoire. Cela ressemble à la première bouffée d'air que l'on prend après être sorti d'une pièce qui manquait lentement d'oxygène. Je n'ai pas seulement survécu à ma famille, je les ai dépassés. J'ai construit une vie qui me correspond, pas une unité de stockage pour leurs attentes. Cette histoire nous plonge au cœur d'une dynamique familiale toxique où les rôles sont figés par une forme de manipulation émotionnelle subtile mais dévastatrice. Le concept de l'architecture de la culpabilité décrit parfaitement comment certains parents construisent un environnement où l'enfant le plus responsable devient l'outil de confort des autres, perdant ainsi sa propre identité au profit de la stabilité collective. En brisant ce cycle, la protagoniste ne commet pas un acte de vengeance, mais un acte de survie nécessaire. La chute professionnelle du père et l'obligation pour la sœur de travailler enfin illustrent une vérité psychologique profonde. L'assistanat excessif n'est pas de l'amour, c'est une forme d'infantilisation qui empêche l'autre de grandir. Ce récit nous invite à réfléchir sur nos propres limites et sur le prix que nous sommes prêts à payer pour notre liberté intérieure, même si cela implique de brûler des ponts que la société nous ordonne de maintenir à tout prix. Pensez-vous que la protagoniste a été trop loin en laissant l'entreprise de son père s'effondrer ou est-ce le prix juste pour sa liberté retrouvée ?